Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Energadia pour cette nouvelle table ronde, une matinée même dédiée à l'éolien flottant. 2 tables rondes vont se succéder. Un rendez-vous réalisé en partenariat avec la région Occitanie et l'agence ADOC. Avant de démarrer et pour ouvrir nos échanges, j'invite tout de suite à me rejoindre sur scène Didier Codorniou. Merci d'être avec nous, vice-président de la région Occitanie et président du Parlement de la mer. Je vous invite à vous présenter devant le pupitre pour ouvrir notre séquence. Oui, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Alors je m'excuse, je n'ai pas mis mes écouteurs. J'aime pas voir forcément le retour dans mes oreilles. Je voudrais déjà vous remercier toutes et tous d'être venus pour la 10e année consécutive sur ce salon Energaia. J'excuse bien entendu la présidente Carole Delia. Je sais que hier elle est venue pour l'inauguration du salon. Moi je voulais avec vous prendre quelques minutes de parler de stratégie régionale. Cette année 2025 a été pour notre région une grande année avec la concrétisation des 2 fermes pilotes qui sont maintenant installées au large de Gruissan et de Leucate-Barcarès. Donc vous avez vu les structures, j'allais dire les grosses infrastructures gigantesques qu'on avait peut-être du mal à mesurer il y a quelques années avec ces énormes flotteurs et bien sûr turbines qui vont modifier complètement les modèles économiques. Je voudrais vous parler peut-être dans un premier temps de ce que vous attendez, de ce qu'on attend nous ensemble. Je voudrais peut-être évoquer le manque de visibilité au niveau de la PPE. Vous savez que cette PPE se fait attendre, les calendriers glissent, se décalent, se superposent. Les décisions annoncées sont parfois suivies d'autres décisions. Et je sais que la semaine dernière, il y a eu des rencontres avec notamment le Premier ministre qui a confié une mission à M. Jean-Bernard Lévy, président du Conseil français de l'énergie et ancien PDG d'EDF, et à M. Thierry Tuot, conseiller d'État et ancien directeur général de la Commission de régulation de l'énergie, visant à évaluer l'optimisation des soutiens publics aux énergies renouvelables et au stockage d'électricité afin de tenir dans la durée nos objectifs climatiques. Nous devions avoir un retour à la fin de l'année. Nous y sommes et j'espère que, sans plus tarder, on aura des bonnes informations qui pourront permettre aux entreprises de voir un avenir radieux, mais en même temps d'avoir une certaine logique par rapport à ce qu'on attend. Nous étions dans une phase, une phase d'apprentissage. Je crois qu'il faut l'accepter en tant que tel. C'est une étape normale pour une filière aussi jeune, aussi ambitieuse, aussi exigeante. Aucune industrie émergente n'a jamais été linéaire. Ceci est d'autant plus vrai pour les industries lourdes. Et l'éolien à mer flottant n'a pas 10 ans d'existence, mais encore l'âge de la mise en place. Je suis assez bien placé pour vous en parler puisque au tout début, il y a pratiquement 25 ans, je venais d'être maire de Gruissan et il y avait des projets d'éolien ancrés, proches du rivage. Et avec le maire de Port-la-Nouvelle, avec les services de l'État, avec le préfet de cette époque-là et le sous-préfet, j'étais, vent debout, puisque j'ai toujours considéré que l'éolien proche du rivage n'était pas forcément des enjeux stratégiques sur notre côte et que en termes de paysage était un vrai problème en termes de paysage et puis en termes aussi environnemental. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là et on peut être satisfait, je crois. Et on peut parler aussi de la deuxième phase, puisque on peut parler de la phase de l'industrialisation. Comment on peut mettre en place cette nouvelle filière. Nous avons des réussites considérables. Il y a 2 ans, nous n'avions aucune éolienne flottante à l'eau. Aujourd'hui, nous avons 3 fermes pilotes en Méditerranée. Et là aussi, pour nous, les gens du Sud, les gens de la Méditerranée, c'est très important, quel que soit où on se trouve, mais souvent à Paris ou lors des assises,
la Méditerranée est souvent la grande oubliée des stratégies nationales et internationales. Et il est important que, je reviens sur notre stratégie régionale, il est important d'avoir déjà un port. Et le port de Port-la-Nouvelle, pour parler que de lui dans un premier temps, il est devenu l'un des ports les plus avancés d'Europe pour accueillir les activités industrielles du flottant. Un port qui travaille de manière coordonnée avec le grand port maritime de Marseille et bien sûr avec le port de Sète, Frontignan, pour répondre aux objectifs de la planification. Je les rappelle, 5,8 gigawatts, soit plus, donc dans les 10 prochaines années, soit plus de 300 éoliennes flottantes d'ici 2050. L'enjeu, il est considérable sur la partie industrielle, sur la partie aussi donc technologique, puisqu'en même temps les technologies évoluent. Et puis, je vais y revenir sur le savoir, donc la recherche, et sans bien sûr oublier nos amis pêcheurs, où il est important que nous travaillions tous, j'allais dire, main dans la main, un peu la notion de PAC. La présidente Caro Delga aime bien parler de PAC. Nous avons une filière qui investit beaucoup d'argent, des entreprises qui croient dans la filière, qui s'équipent, qui recrutent, qui montent en compétences. Par exemple, les projets EolMed, EFGL, qui ont mobilisé en moyenne 300 personnes pendant les phases de construction et d'assemblage sur le port. Nous avons aujourd'hui enfin un écosystème économique structuré avec Windoc, qui rassemble plus de 220 entreprises affiliées, des entreprises qui connaissent désormais l'industrie de l'éolien en mer, qui savent répondre aux besoins, qui sont reconnues, mais qui aussi avec l'humilité nécessaire. Donc on n'est pas non plus dans la perfection même. Et c'est là où il faut qu'on arrive à trouver les bonnes structures. Les bonnes industries, on les a. Je vois M. Mathière qui est à nos côtés. Donc merci d'être là avec d'autres sociétés qui sont aussi présentes. Mais c'est un travail remarquable qui a été fait avec beaucoup de technicité. Moi, dans le cadre de mes délégations, notamment quand je rencontre la rectrice, quand on parle donc de l'Académie de la mer, on évoque bien sûr le BIMER. Et quand on rencontre ces nombreux jeunes qui finalement découvrent les métiers de la mer avec leurs parents, en fait, ils reviennent super motivés. Je me dis, ben voilà, donc le BIMER, les enjeux de l'éolien, les enjeux des ports qui se développent vont permettre à ces jeunes de pouvoir entrer dans ces belles entreprises, dans ces beaux fleurons de notre région. Nous avons un tissu académique aussi exceptionnel avec l'Université de Montpellier, l'INSA de Toulouse, l'IUT de Tarbes, pour ne mentionner que. Ils sont tous impliqués, ils forment, ils préparent les compétences et demain. Et puis nous avons aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, avant d'être parmi vous, avec le projet Mécène, qui est le plus grand le programme de formation dédié à l'éolien en France, qui couvre des bacs -3 plus 8. Et à l'initiative du rectorat et avec l'appui du Parlement de la mer, je vous parlais donc de ce BIMER qui pour moi est très très important. Nous avons partagé ces projets avec les usagers de la mer. Je parlais des pêcheurs, donc bien sûr du Parlement de la mer, le parc marin avec mon ami Serge Payarès, le président. Nous avons des pêcheurs qui se sont structurés pour participer au développement économique de la filière, notamment avec cette structure que j'appellerai une coopérative, les pêcheurs Méditerranée Service, ou également le Fishwin, un projet de recherche pour concilier la pêche et les éoliennes. Et là aussi, pour être très très clair avec vous, rien ne se fera sans les pêcheurs. Et il est important donc toujours d'être en phase avec eux, d'avoir des indicateurs, de les écouter, d'où en même temps le contrat de filière qu'on a signé. Donc l'an dernier, un des premiers contrats, d'ailleurs le premier contrat de filière, avant que l'État déclenche eux aussi ce premier contrat. Et puis surtout, nous avons quelque chose d'immense qu'il nous faut rappeler, c'est nous avons cette expérience sur l'éolien en mer flottant que de nombreux pays n'ont pas. Je disais, nous avons acquis une clairvoyance que nous n'aurions jamais imaginée il y a quelques années, d'où le rappel il y a 25 ans, parce que souvent le temps long, il est très très long, mais quand on a la chance comme moi d'être un élu, alors je ne sais pas ce qui dure, mais au moins qui a déjà
4 mandats. Nous avons le même âge qui a 4 mandats. Ça nous permet donc de pouvoir rappeler l'histoire, et c'est toujours bien de le rappeler, puis en même temps que la façade méditerranéenne, avec les régions Occitanie et PACA, deviendraient des territoires incontournables de l'éolien en mer flottant. Pas grand monde pourtant a cru en nous, et pourtant nous y sommes. L'éolien en mer, ce n'est pas une lubie. Souvent, les journalistes me demandent mais pourquoi l'éolien en mer, ça coûte cher, etc., etc. Mais ce qui est important, bien sûr, c'est d'avoir des démonstrateurs. Et demain, ce qui va être important, c'est de pouvoir fabriquer à des coûts moindres pour qu'en même temps, les structures soient rentables économiquement et que l'énergie soit une énergie propre, puisque c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une lubie politique, ce n'est pas une idéologie, et c'est non plus, bien sûr, ou technologique, c'est une vraie volonté politique. C'est un levier majeur de réindustrialisation. Et là aussi, dès qu'on parle de réindustrialisation, la présidente Carole Delga l'évoque souvent, et notre région doit pouvoir être une région qui, avec le premier hub éolien en Méditerranée sur notre côte occitane. C'est une énergie fiable, complémentaire, indispensable à un mix énergétique. Je crois qu'on est en phase avec la stratégie du président de la République, donc une énergie durable, aux côtés du nucléaire, de l'hydraulique, du solaire, etc. C'est une brique essentielle de notre souveraineté énergétique. Et il y a une réalité simple, l'Europe, aujourd'hui malmenée, j'allais dire le monde est malmené, et la France, nos territoires ne peuvent plus dépendre des autres pour leur énergie. C'est une question d'indépendance, c'est un enjeu de sécurité, de responsabilité, et c'est là qu'intervient un élément absolument central, le partenariat public-privé, qu'on n'aurait peut-être jamais pu faire il y a quelques années, qu'on a fait nous avec la CEMOP, que vous faites vous aussi, que nous faisons ensemble, parce que c'est ensemble que nous devons avancer. Les industriels, les développeurs, les ports, les collectivités, la région, l'État, l'Europe, ce n'est pas un territoire comme un autre, c'est une filière collective, c'est une chaîne complète, c'est un projet commun. Et dans ce projet, le contenu local est essentiel. La valeur créée par cette filière doit porter profiter à nos territoires, aux entreprises qui sont ici. Je reprends juste un premier chiffre. Les premières éoliennes flottantes expérimentales, on était entre 30 et 40 emplois. 2024, nous étions à 470 emplois. Et si je prends les indicateurs que nous avons, dans les 10-15 prochaines années, nous devrions nous retrouver entre 3 000 et 3 500 emplois sur la filière éolien emploi, et puis bien sûr donc je reviens sur le port de Port-la-Nouvelle qui va se développer avec notamment de l'hydrogène, de la fabrication de l'hydrogène, du stockage, et puis d'autres enjeux, avec notamment Barmar, où nous avons des sujets qui sont très très importants. Les ports qui investissent ici, aux jeunes qui se forment et qui veulent travailler dans l'industrie ici, c'est vraiment la commande politique. C'est pour cela que nous portons ensemble de l'ambition d'une filière européenne ancrée en France, ancrée en Méditerranée, ancrée en Occitanie. Et c'est pour ça que aussi je suis très très heureux de vous retrouver, de vous rencontrer. La région, la collectivité, les collectivités comptent beaucoup sur vous, parce que c'est vous qui allez nous mettre du mouvement, c'est vous qui êtes passé de l'apprentissage à l'industrialisation, et c'est grâce à vous que nous allons transformer nos ambitions avec un véritable PAC, un service de territoire, un service pour nos populations, pour notre environnement, et soyons, j'allais dire, les piliers européens de l'éolien en mer flottant en Occitanie. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Didier Cordorniou, vice-président de la région Occitanie, président du Parlement de la mer. Allez, à suivre notre première table ronde a pour titre « Industrialiser l'éolien flottant vers une souveraineté industrielle ou une dépendance aggravée ». Alors pourquoi ce sujet maintenant ? Parce que le flottant arrive à un moment de vérité. Les calendriers d'appel d'offres sont en attente. La pression concurrentielle de l'Asie et notamment de la Chine s'accélère. Alors comment structurer une filière industrielle naissante dans ce contexte ? Nous savons déjà que l'Europe est dépendante sur un certain nombre de maillons industriels.
La vraie question aujourd'hui à se poser, c'est donc peut-on organiser une souveraineté maîtrisée sur l'éolien flottant? Pour tenter de répondre à ces questions et rappeler enjeux et défis, nous avons avec nous 3 intervenants. On les remercie d'avoir accepté l'invitation d'Energaia. On va parler avec eux des différents sujets d'actualité. Et tout d'abord, pour parler des enjeux de sécurisation des approvisionnements, comment sortir les projets, on a le plaisir d'accueillir la directrice de projet éolien flottant chez EDF Power Solutions, c'est Benoît Chenu. Je vous demanderai, madame, comment vous regardez le contenu français et européen sur les différents lots du flottant, les câbles, les flotteurs, les éoliennes, les ancrages. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Autre acteur incontournable quand on parle éolien flottant, Ocean Winds. On accueille Dominique Monniot, directeur du développement chez Ocean Winds. Vous allez nous dire très concrètement, selon vous, si la France et l'Europe peuvent encore bâtir une filière compétitive sur le flottant et comment se positionner face à la montée en puissance de la Chine sur toute la chaîne de valeur. Et en fin de table ronde, on parlera de l'enjeu de la montée en compétences. Pas de transition sans bras. On accueille le représentant de l'Université de Montpellier, Petru Nottinger. Merci d'être avec nous, directeur adjoint de l'Institut d'électronique et des systèmes de l'université. Avec vous, on parlera compétences, formation, entre autres. Merci à chacune et chacun d'avoir répondu à notre invitation. Un mot pour vous qui nous suivez, nouveauté de cette édition. Vous pouvez interagir en direct avec les intervenants et intervenantes. Vous avez un QR code qui va s'afficher sur les écrans à droite et à gauche de la scène. Vous photographiez ce QR code et vous êtes renvoyé vers une application où vous pouvez poser vos questions. Je vous invite juste à mettre à minima votre prénom, parce que ce sera plus convivial, sinon vous apparaîtrez comme anonyme. Voilà, mais on n'a rien à se cacher. Donc merci à toutes et à tous de poser ces petites questions, ça va étayer le débat. Et puis ensuite, en fin de session, on prend des questions micro également. Alors pour vous permettre de vous poser vos questions, je vous donne le programme de cette table ronde. La table ronde est divisée en 3 parties. On va d'abord se poser la question, est-ce que sur l'éolien flottant, finalement, on n'est pas sur un nouveau test de vérité pour la souveraineté européenne? Puis on parlera de la chaîne de valeur, technologie, port, comment donner corps à cette filière. Et puis enfin, on verra les conditions de réussite, calendrier, prix, choix et engagement politique. On parlera PPE bien sûr. Et puis enfin, formation et emploi. Allez, j'ai beaucoup trop parlé. On a envie d'abord d'entendre peut-être Dominique Monniot sur ce sujet. Je le disais en introduction, on a un moment charnière. Calendrier en attente, pression concurrentielle, hausse des coûts. Dans ce contexte, la France et l'Europe, Dominique, est-ce que on peut réellement, de concert, espérer bâtir une filière industrielle compétitive sur l'éolien flottant? Alors bonjour, je ne sais pas si ça marche, très bien. Merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Ravi d'être ici pour évoquer ces sujets plein d'actualités. Alors, est-ce qu'on peut bâtir une filière industrielle compétitive en Europe? J'espère bien. La question, c'est est-ce qu'on espère? J'espère, évidemment. On a su le faire dans l'éolien posé, dont il faut s'inspirer. Je rappellerai que l'éolien, le berceau de l'éolien, c'est l'Europe. C'est parti de l'Europe dans les années 80. L'éolien en mer également. Et on a su baisser les coûts de façon spectaculaire depuis ces quelques décennies, en gardant en Europe les fabricants. Tous les fabricants européens des turbines éoliennes en mer sont... 99% des éoliennes en mer installées en Europe ont été fabriquées par des acteurs européens, y compris pour les câbles, etc. Donc on a réussi à le faire dans l'éolien posé. Maintenant, il faut le faire dans l'éolien flottant. La nouveauté, donc, c'est ces fondations qui sont un peu plus compliquées à faire que pour le posé, mais qu'il faut réussir à simplifier. Donc c'est ça le principal défi. D'un autre côté, effectivement, on va en parler après, donc la Chine, qui a été très loin derrière depuis 10 ans, 1000 paquets et rattrapé son retard. Donc aujourd'hui, on a l'Europe, la Chine, qui ont des grosses capacités industrielles pour faire de l'éolien en mer. Et on voit que l'Europe, qui est traditionnellement un peu ouverte, commence à réagir, à se protéger un peu. Donc je pense qu'on peut y arriver. On en parlera encore peut-être plus en détail après. Il ne faut pas non plus nier ni rejeter tout ce qui se fait en Chine. On n'est plus sur une Chine qui est un atelier du monde avec une main-d'œuvre
bas coût, enfin bon marché. Ils font aussi beaucoup d'innovation, d'automatisation, donc il y a des choses dont on peut s'inspirer et qui vont aussi sans doute nous aider à baisser les coûts. Donc voilà, je pense qu'on a tous les atouts, on a des projets. Il faut quand même que l'État joue son rôle, on en a parlé aussi, d'attribuer les projets, parce que c'est quand même ça qui va initier les investissements et puis ensuite la supply chain pour se projeter. Donc voilà, on a fait les pilotes, maintenant il faut passer à la vitesse supérieure, le commercial. Vous parliez de la concurrence chinoise. C'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, face à notre ambition, le principal rempart, c'est pas cette force industrielle chinoise, la technologie, une constante dans la progression aussi? Alors je pense que c'est pas un rempart. Je pense que c'est, comme je disais, je fais le parallèle. Je lisais des articles sur l'automobile où il y a des partenariats qui se sont noués Chine-Europe. Et on voit que ça peut être gagnant-gagnant avec des innovations, des choses qui sont faites en Chine dont on peut s'inspirer. Voilà, en Europe, on a commencé à mettre en place des règles, des règlements. Le NZIA, le Critical Raw Material Act, pour les matériaux critiques. Donc, il ne faut pas être naïf. Je pense qu'il faut prendre conscience que si on laisse tout ouvert, c'est vrai qu'on risque d'avoir toute l'industrie chinoise qui va débouler. Mais il ne faut pas non plus se barricader, je pense, puisqu'on a quand même intérêt aussi à avoir des échanges et à continuer à coopérer notamment sur le flottant, où c'est quand même très, très capitalistique. Il y a beaucoup les prototypes coûtent très cher. Voilà, on a eu la chance d'avoir 3 projets flottants pilotes en France, en Méditerranée. C'est assez unique au monde, on va en profiter au maximum, mais les Chinois sont un peu encore en retard sur le flottant, mais ils vont arriver très vite. Là, ils ont des prototypes déjà de 16 MW à l'eau. Voilà. Donc, on peut aussi s'inspirer de ça, avoir des partenariats pour accélérer sur l'amélioration du processus industriel et arriver à faire baisser nos coûts, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Si on reste à des coûts super élevés, on ne développera pas la filière autant qu'espéré. On a déjà une question. Quel pourcentage de composants chinois dans les turbines européennes? Alors là, je suis désolé, j'ai un peu envie de dire joker. Faudrait demander à un turbinier. Je pense que ça dépend un peu des turbiniers. En fait, en général, ils ont plusieurs fournisseurs européens, hors Europe. Faut être clair. Ils ont une chaîne plutôt variée, de ce que je sais. Le seul composant sur lequel on est vraiment dépendant aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, de la Chine, c'est les aimants. Les aimants permanents. C'est vrai que la Chine a pris des positions très fortes. Et donc, il faut réduire cette dépendance. On a commencé, l'Europe a commencé. Mais après, voilà, le pourcentage de pièces, il y a 3000 pièces, je ne saurais pas dire le pourcentage, je suis désolé. Benoît, vous avez une petite idée ou pas? Non, je ne vais pas... Oui, ça marche bien, ça marche très bien. Ouais, impeccable. Je vais prendre un joker aussi parce que, pour ne pas dire de bêtises, mais les turbiniers européens ont des dépendances qui sont plus structurelles sur des composants, des technologies, des matières premières qui sont importantes, mais ils sont probablement capables de relocaliser un certain nombre de segments de fabrication en Europe. En tout cas, si on n'a pas la réponse précise à cette question, elle traduit une réalité en fait. On voit bien qu'on est dans une tension permanente entre volonté de bâtir une souveraineté énergétique et en même temps bâtir une souveraineté industrielle. Comment vous regardez ce dilemme? Alors, le vrai enjeu de souveraineté, ça va être de sortir des énergies fossiles. Donc pour ça, on va chercher à renforcer notre chaîne industrielle et à réduire nos dépendances. Il est urgent de commencer à cartographier la chaîne industrielle européenne pour pouvoir identifier quelles sont ses faiblesses et pouvoir aussi les réduire. Et pour cela, il faut travailler en particulier sur les matières premières, sur les capacités de fabrication, sur les faiblesses au plan logistique et également sur les composants qui sont hautement technologiques. Il y a déjà eu une première cartographie qui a été réalisée par la Commission européenne dans le cadre des travaux sur le Net Zero Industry Act, où on a pu faire un constat qui est net, qui est que l'Union européenne est dépendante sur un certain nombre de segments, en particulier sur le photovoltaïque, mais aussi sur l'éolien, où, de manière inévitable, on est dépendant à minima sur les aimants permanents.
Voilà, donc fort de ce constat, notre objectif collectif doit être de participer à la quête de souveraineté. D'une part, la souveraineté énergétique, en ayant cette capacité à délivrer des projets dans des coûts et dans des délais qui sont maîtrisés. Parce que c'est ça la réelle capacité de réduire notre dépendance énergétique, c'est pouvoir disposer d'une énergie qui est produite localement et qui n'est pas dépendante des fluctuations du gaz et du charbon. Et puis également, il faut renforcer notre souveraineté industrielle en faisant nos meilleurs efforts pour diversifier la part des approvisionnements, mais tout en étant aussi réaliste sur notre capacité, aussi la capacité de nos industriels à le faire. Et donc il faut garder une approche ambitieuse, mais mesurée, progressive, pour y arriver. Voilà, donc oui, on a des dépendances structurelles, cependant avec une approche progressive et harmonieuse entre États européens, on arrivera effectivement à délivrer des projets dans des délais maîtrisés. Et ça contribuera à consolider notre chaîne de valeur industrielle, mais également à renforcer le système électrique français. En rebond de votre réponse, on a une question de Laurent. En termes de concurrence, doit-on vraiment se battre sur tout ? La concurrence sur les prix ne doit pas faire de nos choix sur les solutions d'avenir et l'innovation pour rester devant. Donc en clair, est-ce que, en termes de concurrence, on doit se battre sur tout ? Il ne faut pas forcément se battre sur tout. On est aussi contraint dans des cadres d'appel d'offres qui posent une base qui est déjà très contraignante. En fait, on est en concurrence. On était généralement plus d'une dizaine de candidats présélectionnés. Donc on voit que quand, en plus, une grosse partie de la notation va porter sur le tarif d'électricité, il y a une recherche de compétitivité sur le prix qui est très importante. Maintenant, l'idée des cadres européens, NZIA, de certaines dispositions dans les appels d'offres qui sont introduites progressivement pour renforcer la présence locale, la chaîne de valeur et avoir des segments d'industrie qui sont renforcés en Europe, va permettre aussi de contribuer à se focaliser davantage sur cette souveraineté industrielle que sur le prix de l'électricité. On aborde le temps 2 de notre table ronde. On va voir comment donner corps à la filière. On a beaucoup entendu parler des projets pilotes sur l'éolien flottant. On vient d'en parler à l'instant avec le vice-président du Conseil régional d'Occitanie. Dominique Monniot, est-ce que ces projets ils permettent aujourd'hui de disposer de bases suffisantes pour bâtir cette filière industrielle française et européenne du flottant ? Alors ces projets, ils ont vraiment permis un test à l'échelle petite série, trois unités à chaque fois, de différentes technologies de flotteurs par des entreprises françaises sur Eiffage Métal et Matière Ponticelli. Donc c'est une très bonne base pour se faire la main. Je pense que tout le monde a beaucoup appris. Certainement que certaines choses ne seront pas refaites de la même manière dans le futur. Voilà, donc c'est une base. Est-ce que c'est suffisant ? Maintenant, il faut donner, comme je disais tout à l'heure, de la visibilité, un avenir à tous ces acteurs pour qu'ils se projettent sur de nouveaux projets. Donc il y a eu l'AO6 qui a été attribué. On attend l'AO9, on parle de l'AO10, voilà, mais tout ça a pris du retard. Donc c'est ça qui est un peu dommageable en termes de perspective offerte aux acteurs. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il faut du volume pour attirer aussi des gros investissements. Et là aussi, c'est 2 fois 250, donc c'est bien parce que c'est une première étape commerciale. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de projet commercial flottant, ni financé, ni construit. Quand je dis commercial, je dis au-delà de 200 MW. Et donc, effectivement, il faut que chacun joue son rôle. L'État donne ce volume, cet horizon. Nous, les développeurs, on répond, on fait des propositions dans le cadre de ce que demande l'État. Et ensuite, les industriels aussi, il faudra qu'ils se positionnent et qu'ils soient présents, qu'ils se manifestent. Aujourd'hui, on a quand même un petit désintérêt, il faut l'avouer, sur les principaux turbiniers européens sur le flottant. Donc, parce qu'il y a plein d'autres projets posés, beaucoup plus gros, etc. C'est encore vu comme une niche. Et une manne financière importante pour eux. Ils ont des projets plus faciles à faire que du flottant, pour l'instant. Sinon, ce sont des investissements conséquents à réaliser. Et donc, il y a en effet ce défi des volumes. Là est tout l'enjeu pour sécuriser cette filière industrielle. Voilà, des volumes, de la visibilité. Peut-être sur les appels d'offres,
tenir compte du caractère nouveau du flottant, donc peut-être pas demander exactement la même chose aux projets flottants que tout ce qui est exigé sur les projets posés, qui sont beaucoup plus matures. Et ensuite, voilà, que chacun joue son rôle. Et on parlait de la Chine. Nous, on aime bien avoir 3 fournisseurs quand on lance un appel d'offres. S'il en manque, il faudra peut-être faire appel à des acteurs autres qu'européens. Idéalement implantés en Europe, c'est clairement sur la table. Donc, mais voilà, encore une fois, c'est bien de construire des flotteurs à fosse, mais il faut pouvoir mettre des turbines dessus. Si on n'a pas de turbine européen positionné, on aura un problème. Voilà. Benoît Tchonu, vous êtes d'accord? L'enjeu, c'est les volumes. Il s'agit de sécuriser cette filière. Donc pour ça, c'est d'abord les appels d'offres. Il faut lever l'incertitude pour pouvoir avoir cette force et s'engager pleinement. Oui, je confirme vraiment ce que disait Dominique. Il faut absolument apporter cette visibilité sur les volumes. Parce que les acteurs, les industriels, les ports ne s'engageront que si y a cette visibilité sur les projets, des cadences qui sont stables et suffisamment rapides dans l'enchaînement des appels d'offres et des projets. Et donc aujourd'hui, on est en plus quasiment les seuls à porter en Europe des projets flottants à échelle commerciale. Donc il faut, en particulier concernant la O9 qui est en attente de la part de tous les développeurs, il faut absolument lancer cet appel d'offres parce que c'est ça qui va pouvoir créer un effet d'entraînement. Ensuite, pour avoir des entreprises européennes et des acteurs en Europe qui soient compétitifs, qui soient présents mais compétitifs, il faut leur offrir un marché qui soit à la fois stable, donc comme on disait, visibilité sur les volumes, calendrier maîtrisé à la fois dans les cadences des appels d'offres des projets, la maîtrise des délais sur les autorisations. Également un marché incitatif. Et là, au-delà de ce que peuvent faire les développeurs, il faut continuer de soutenir la chaîne d'approvisionnement avec des mécaniques comme le crédit d'impôt, des soutiens comme l'abattement, des soutiens à l'innovation. Il y a beaucoup de choses qui existent. Et puis, il faut que ce marché soit aussi favorable à la montée en compétences avec un besoin d'accroître l'attractivité de ces filières et aussi de créer, disposer d'offres de formation et d'alternance qui soient adaptées. Voilà, donc il y a peut-être un autre aspect, c'est la structuration portuaire en Méditerranée et en Bretagne Sud, c'est valable aussi, où la disponibilité de ces ports permettra d'avoir aussi une bonne visibilité sur les flux et les cadences, et donc sur la compétitivité des projets. Donc là, il y a un sujet de mise à niveau des ports. Oui, il y a clairement un sujet de mise à niveau. Donc l'ADEME s'est largement investi depuis plusieurs années sur cet aspect-là, avec un appel à projet dont on attend vivement les résultats et qui doit permettre aux ports de valider des projets qui permettront à la fois d'accueillir la fabrication ou l'assemblage des flotteurs, mais aussi l'intégration des éoliennes dans les ports. Pour revenir sur ces éoliennes, sur les différents éléments d'une éolienne, aujourd'hui, quelle est la part du contenu industriel français et européen que vous pourriez réellement identifier sur les différents lots, câbles, flotteurs, éoliennes, ancrage? Oui, on peut faire un rapide état des lieux de comment fonctionne la chaîne industrielle pour ces projets. Si je commence par les câbles, pour les câbles, on a des acteurs européens comme Nexans ou Prysmian avec qui on travaille depuis toujours et ils apportent les réponses à nos besoins de manière tout à fait satisfaisante. Sur les flotteurs, donc c'est un objet nouveau, mais l'enjeu, au-delà de l'ingénierie sur les flotteurs, l'enjeu est plus lié justement à la disponibilité des ports. Et en ce point-là, comme je disais, l'AMI, les aides que va apporter l'ADEME sont absolument déterminantes dans la réussite de ces projets, puisqu'elles permettront effectivement de localiser le chantier de construction pour les flotteurs. Si on a des flotteurs en acier, on va y faire de l'assemblage, typiquement, mais ça peut déjà générer beaucoup d'emplois et ça mobilise beaucoup de compétences pendant plusieurs années. Si on a des flotteurs en béton, on va même pouvoir avoir la totalité de la phase de fabrication qui se situe là directement sur le site. Et puis après cette préparation-fabrication des flotteurs, il y aura aussi l'intégration des éoliennes qui se trouvent aussi dans les mêmes ports. Après, il y a l'aspect turbine. C'est peut-être le sujet où il y a le plus d'enjeux. Comme disait Dominique, il y a
différents enjeux. Je pense que le premier, c'est on observe une réduction du nombre d'acteurs sur le marché offshore en Europe depuis plusieurs années. Alors, ce n'est pas très rassurant. On a un risque, on s'expose à un risque d'être en manque de capacité de sécuriser les volumes dans des délais, et puis également un risque que les turbiniers ne soient pas suffisamment compétitifs. Et en parallèle, ces turbiniers ils sont en train de prendre du retard sur l'innovation vis-à-vis des turbiniers asiatiques qui, eux, investissent massivement et qui vont généralement sur des technologies qui sont un petit peu plus avancées, en termes de taille en tout cas. Et donc ça crée une différence entre des acteurs européens et des acteurs asiatiques qui va être réduite par l'application du NZIA, sans aucun doute. Mais on voit quand même que la concurrence chinoise progresse très très vite. Voilà, et enfin, on a des fabricants européens qui ne se positionnent pas massivement sur le flottant pour des raisons qui sont a priori liées aux conditions tarifaires. Mais voilà, c'est un petit peu aussi décevant, c'est un petit peu troublant de voir qu'on n'a pas forcément la réponse adéquate aujourd'hui. Voilà, après, il y a d'autres aspects qui sont quand même très positifs. Sur la phase développement, on a des entreprises qui sont nombreuses et concurrentielles et avec qui on a largement on arrive à travailler avec toutes les entreprises locales et on a beaucoup de compétences sur les territoires pour toute cette phase développement. Mais c'est vrai que plus on monte en complexité, en exigence à la fois industrielle et financière, plus on va aller chercher les entreprises internationales qui ont une capacité de répondre sur des sujets très précis. Donc voilà, on a des entreprises qui sont, même si elles ne sont pas toujours françaises, qui vont quand même pouvoir générer des emplois et générer des retombées économiques locales qui sont importantes. Donc il va falloir intelligemment aussi chercher quels sont les segments sur lesquels il y a une forte valeur, et notamment les maillons de cette chaîne sur lesquels la France peut disposer d'un savoir-faire et d'un avantage compétitif. Et je pense aux flotteurs, par exemple, aux opérations d'assemblage, la logistique portuaire ou l'ingénierie, où il y a tout à fait les compétences et une maîtrise de ces sujets avec les entreprises françaises. Voilà, mais à l'inverse, quand on demande à des développeurs de s'engager sur la provenance ou la recyclabilité des aimants permanents, on voit bien qu'on va chercher un engagement de la part d'un développeur qui est hors de son contrôle et qui n'est pas tout à fait adéquat. Merci. Je vous propose à tous les deux de prendre quelques questions avant d'aborder la troisième partie où on va parler des conditions de réussite. Alors, une première question de Mathieu. Quels éléments sont à ce jour manquants pour développer une filière éolienne flottante de même envergure que l'éolien fixe, comme l'on pourrait l'observer au Royaume-Uni, par exemple? Vous avez déjà un petit peu répondu. Mais s'il y avait un élément particulier qui nous manquerait. Je crois qu'il faut, des références. Et donc les pilotes là, vont permettre de faire des références, de voir comment ça marche, rassurer tout le monde sur le fait que ces éoliennes elles fonctionnent bien. Et puis voilà, projet par projet, c'était pareil dans le posé. On est parti avec dans les années 90 des projets de quelques unités. Puis il y a eu un premier projet, je me rappelle, en 2000 de 80 éoliennes de 2 MW. Ça nous semblait énorme à l'époque, 160 MW. Et puis après, voilà, aujourd'hui, on parle de parcs de 1, 2, 3 gigawatts dans la même technologie. Donc sur le posé, il faut se donner les moyens de développer des projets pas à pas. Ça coûte plus cher au début. Là, on a déjà réussi à optimiser pas mal de choses. Mais voilà, après, peut-être aider des industriels à investir aussi. C'est vrai qu'en construction de flotteurs, on a quelques acteurs, mais pas non plus énormément. Donc, il faut peut-être les aider. Voilà. Et puis, sur la partie portuaire, c'est clair qu'il faudra des ports. Les flotteurs, ça prend de la place. Il faut pouvoir les stocker. Il faut pouvoir, si on n'a pas les ports, on ne pourra pas faire les assemblages qui génèrent, comme l'a dit Benoît, beaucoup de valeur localement. Une question pour tous les deux. Comment EDF Power Solutions et Ocean Winds
envisage-t-il les gains CAPEX-OPEX suffisants entre les fermes pilotes à 200 € du mégawattheure et chacune des 2 fermes commerciales à O6, 86 € le mégawattheure? Je peux démarrer. C'est vraiment pas justifié de comparer des fermes pilotes et des fermes commerciales. Parce que des fermes pilotes, elles ont été pensées pour tester des technologies. Donc quand on a testé ces technologies, on partait de technologies qui existaient sur le papier uniquement, avec un effort pour initier une démarche industrielle qui n'existait pas. On a appris énormément sur toutes les opérations logistiques portuaires, les transferts de flotteurs, les opérations d'assemblage qui, contrairement à l'éolien fixe, se situent au port et non plus en mer. Donc tout un plan logistique qui est complètement revu. Voilà, donc même si on a des coûts qui sont très élevés sur ces fermes pilotes, on est largement confiant de pouvoir travailler dans une logique qui est plus proche de celle de l'éolien fixe et qui est même tout à fait similaire à celle de l'éolien fixe aujourd'hui, où on maîtrise bien nos processus, on maîtrise bien nos calendriers de construction et nos partenaires aussi industriels sont également, ont des cahiers des charges très précis et des engagements contractuels qui sont très clairs. Donc on est confiant, on est vraiment sur une logique de parc commercial et qui est différente et qui ne coûtera pas autant que les fermes pilotes. Dominique? Oui, mais je suis en accord avec ce qu'a dit Benoît. Je pense que effectivement la différence, c'est qu'au moment des parcs pilotes, on avait un projet avec les partenaires industriels qui étaient choisis, donc tout le monde a appris et on était un peu captifs, faut être clair. Enfin, c'était un partenariat qui engageait un peu tout le monde. Là, on est sur des projets commerciaux avec les sous-traitants qui ne sont pas encore choisis, qui seront choisis à un moment donné pour être mis en concurrence. On espère jouer de ça, évidemment, pour faire baisser les prix, optimiser les choses. Et également une différence quand même qui peut expliquer une partie de la baisse des coûts, c'est qu'on n'aura pas le raccordement à notre charge, ce qui était le cas dans les projets pilotes. Et puis après, il y a quand même un effet échelle plus important. Quand on achète 3 éoliennes, ça n'a quasiment pas d'effet d'échelle. Il y en aura un peu plus, même si c'est limite pas aussi énorme, mais c'est quand même mieux d'en acheter 15 ou un peu plus que 3. Voilà. Benoît, une question de Jérôme. Comment évaluez-vous la compétitivité des flotteurs en béton par rapport aux flotteurs en acier? Alors, il est vrai que ce sont deux logiques industrielles qui sont tout à fait différentes. Je pense que les deux peuvent être tout à fait compétitifs. Qu'il y a pour le béton une fabrication qui va se situer très proche du site, donc on est peut-être moins dépendant de certains aléas qui peuvent être des aléas économiques sur le plan international. Mais en réalité, c'est des chantiers qui ont un certain nombre de risques également, qui ont l'avantage d'être tout près des projets. Sur un flotteur acier, on va fabriquer des composants dans différents chantiers et probablement assez loin du site, voire en Asie dans certains cas. Et ces composants vont être assemblés chez nous. Il y a des enjeux sur des métiers en tension, sur le soudage, sur il y a la chaudronnerie. Il y a pas mal d'enjeux qui sont importants. Mais au niveau de la compétitivité, elle peut être aussi très bonne. Et donc, on attendra de voir ce que proposent les industriels, justement. Et sur ce sujet, en rebond, Jean-Pierre nous dit, peut-on parler vraiment de souveraineté quand une partie non négligeable du prix du produit éolienne flotteur est donc en acier et que le projet repose donc sur l'acier dont on connaît, au travers du cas de possible fermeture d'unité de production d'ArcelorMittal en France, le risque de dépendance géopolitique? On voit bien que là, notre sujet est vraiment un sujet aux confins de la transition énergétique, de la souveraineté industrielle, de la géopolitique. Oui, non, mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Il faut garder des capacités à produire nous-mêmes et ne pas dépendre d'un seul acteur.
Bon, sur l'acier, la Chine s'est énormément développée là aussi depuis 20 ans, en gros. Malheureusement, voilà, il y a un marché mondial de l'acier qui fait que quand il y a trop d'acier, ça met en difficulté les usines qui produisent avec un coût un peu plus élevé. Mais effectivement, il faut garder de quoi être capable de produire nous-mêmes. Je pense que l'acier, c'est quand même un peu particulier. Tout le monde sait en faire. Il y en a un peu, tout le monde en fait un peu partout. Effectivement, il y a un gros volume fait en Chine, mais qui était à la base pour la Chine. Donc voilà, encore une fois, il faut garder les capacités. Mais je pense que ce n'est pas l'enjeu numéro un. Enfin, pour moi, c'est plutôt les aimants. Si aujourd'hui la Chine décide d'arrêter d'exporter des aimants, nos turbiniers auront des problèmes. Voilà. Et là, justement, il y avait une question sur les aimants, il faut que je la retrouve, mais qui était de savoir est-ce qu'on pouvait avoir des solutions en local sur les aimants. Mais là, il y a pas mal d'initiatives qui se font en France sur le recyclage des aimants, là, dans plusieurs acteurs, à La Rochelle, Solvay, à Grenoble aussi, et encore un troisième que j'ai plus en tête. Mais donc on s'y met, ouais. On travaille beaucoup sur le recyclage, raffiner chez nous des choses pour être en capacité de produire des aimants. Après, il y a une stratégie aussi de diversifier les approvisionnements ailleurs qu'en Chine, pour ne pas être dépendant d'un pays. Voilà, donc je pense qu'il faut travailler sur les deux en parallèle. C'est peut-être plus facile dans un premier temps la seconde option, parce qu'on ne monte pas des nouvelles chaînes comme ça en un an ou deux, mais je pense que l'Europe en a pris conscience et va essayer de gagner en autonomie là-dessus, en indépendance. On arrive à la troisième partie. On va voir les conditions de la réussite. On le voit, on veut de la souveraineté énergétique, on veut de la souveraineté industrielle, mais on veut aussi des prix compétitifs. Donc très concrètement, Dominique, est-ce qu'on peut concilier ces deux objectifs ou est-ce qu'il faudra à un moment assumer des choix politiques clairs sur le niveau de prix acceptable ? Je pense que si on réduit l'offre uniquement à la France ou l'Europe, on aura moins de compétition, donc sans doute peut-être une hausse des coûts, surtout quand il y a des tensions, on l'a vu. Donc à un moment, c'est un choix très politique de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour plus ou moins fermer le marché européen à d'autres acteurs et garder notre souveraineté. Enfin voilà, donc c'est vraiment un équilibre à trouver qui n'est pas évident. Mais encore, pour revenir sur ce que je disais au début, je pense qu'on peut trouver dans la compétition avec le reste du monde une façon d'accélérer notre baisse des coûts et donc de pas, sans pour autant détruire toutes nos industries. On peut très bien concilier les deux, je pense. Et à mon avis, voilà, on a plutôt intérêt à ne pas fermer, mais à se protéger, de ne pas être naïf et à quand même protéger. C'est ce qui est en train d'être fait finalement avec les réglementations européennes qu'on a évoquées, NZIA en particulier. Il y a un point sur lequel nous on pousse, mais la Commission européenne n'est pas très favorable, un peu par principe. C'est ce qui est fait au Royaume-Uni, le bonus, une sorte de bonus à produire localement. C'est-à-dire qu'on remet un prix, mais si on arrive à se sourcer localement, il y a un petit bonus qui permet d'encourager vraiment à aller chercher en local. Et ça, malheureusement, la Commission européenne n'en veut pas. Donc on met plutôt des critères type obligation, pourquoi pas. Encore faut-il que les acteurs soient là. Sur les aimants, on ne va pas du jour au lendemain construire une usine. Il faut se laisser le temps de les faire venir. Et donc, je pense que le bonus est assez efficace, mais malheureusement, pour l'instant, ça ne passe pas. Benoît, sur les conditions de la réussite, vous avez insisté déjà en introduction sur le fameux calendrier des appels d'offres, son rythme. Là, on est plutôt dans une impasse. Pour vous, le point de bascule est là, c'est-à-dire qu'on a la présidentielle en 2027 et on a le sentiment que là, tout est figé. Et certains se demandent si tout ne sera pas figé jusqu'à l'échéance nationale. Bon, mais là, ça se joue maintenant, en fait. C'est ce que vous pensez ? Oui, tout à fait. Ça se joue maintenant. On est vraiment sur un marché de niche, sur l'éolien flottant, contrairement à l'éolien posé. Et donc, on a besoin de voir la O9 et puis la O10 qui se lancent pour que les industriels et les ports aient la visibilité suffisante pour investir. Sinon, on va rater cette montée en capacité qui est nécessaire et il n'y aura aucun effet d'apprentissage, aucun effet d'échelle et donc pas de positionnement de la France, in fine, comme leader européen sur ce segment.
Et au-delà des volumes, il faut travailler sur les délais de développement et de réalisation. Les procédures restent trop longues aujourd'hui. On a tous nos partenaires, la filière, les acteurs qui attendent aujourd'hui 5 ans, 8 ans pour voir les projets qui se construisent et qui soient mis en service. Et donc c'est vraiment long. Il faut vraiment accélérer la cadence, le développement de ces projets pour leur donner davantage de visibilité et de certitude. Et puis, voilà, récemment, on est dans une phase, comme vous le dites, qui est un peu balbutiante. On a l'impression qu'on a du mal à avancer, à prendre des décisions. Et ce manque de signaux publics est en train de produire ses effets, c'est très clair. On voit des réductions d'effectifs chez certains développeurs, on voit des désengagements de certains acteurs et de certains développeurs en France. Donc, il faut absolument rassurer la filière et confirmer la planification et les projets qui sont envisagés aujourd'hui, parce qu'on est sur une ligne de crête et donc on est très attentif à ça. Merci. Vous voulez ajouter un mot sur le sujet ou pas, Dominique? Non, je pensais aux éléments à la question d'avant, désolé, j'y reviens, mais on a quand même deux références intéressantes. En France, c'est Rolix qui fait des courants d'orientation en Vendée, qui ont équipé les éoliennes qu'on a en Occitanie, là, les projets pilotes. Donc ça, c'est vraiment un savoir-faire basé en France, clairement avec un leader mondial sur ce secteur. Et on a une approche un peu similaire de spécialisation. C'est peut-être ça, je pense qu'il faut rechercher. Avec SLB, là, qui à Béziers ouvre une ligne qui permettra de faire des pièces sur mesure de façon automatisée, donc a priori compétitive, ce qui est, je pense, une très bonne approche. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire qui sont moins visibles que des grandes usines comme on a au Havre ou à Saint-Nazaire, de gros composants, mais il y a aussi beaucoup de valeur à aller chercher là-dessus. Merci. Alors, on a beaucoup de questions pour vous deux. Je ne vais pas pouvoir toutes les prendre. On va essayer peut-être à l'issue de la table ronde, mais parce qu'on veut se donner du temps pour parler d'un enjeu majeur, c'est l'enjeu de la formation et de l'emploi, parce que c'est bien d'avoir des projets, mais il y a un moment, il faut quand même des bras, des cerveaux pour les porter. Et on en parle avec vous, Petru Nuttinger. Donc, je rappelle, vous êtes directeur adjoint de l'IES, c'est l'Institut d'électronique et des systèmes de l'Université de Montpellier. Vous êtes enseignant, professeur. Vous avez suivi cet échange, il s'est dit beaucoup de choses, on comprend bien l'enjeu de la réindustrialisation. Vous y travaillez aussi avec les équipes sur ces logiques de formation. Quels nouveaux besoins vous avez identifiés? Quels nouveaux besoins en compétences vous voyez émerger dans l'industrialisation du flottant, et comment l'université essaye à sa manière de faire avancer le sujet? Donc d'abord, merci de la part de notre président Philippe Augier d'avoir invité l'université à ce débat. Je dirais qu'il y a effectivement des besoins nouveaux qui ont été identifiés à travers des enquêtes qui ont été réalisées auprès des industriels. Il y en a eu plusieurs ces dernières années, ce qui a permis d'ailleurs de bâtir des projets de formation tels que le projet Mécène qui a été évoqué précédemment par notre vice-président. Alors, en termes de métiers nouveaux, il y en a certainement quelques-uns, mais je dirais d'abord dire que en fait, les besoins tels qu'il a été souligné par mes collègues, les besoins en compétences, ils couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, parce qu'on parle de métiers, disons, où on a des tensions sur le marché, donc tout ce qui est soudure, chaudronnerie, électricité, technicien maintenance, technicien ingénieur méthode de conception, ingénierie électrique, etc. Donc ça, ce sont des métiers qui sont déjà en tension, où il faut déjà augmenter les effectifs de formation qui les concernent. Alors pour les métiers nouveaux, on en a identifié tout ce qui est analyse de données, donc data scientist. Par la suite, il y a des métiers qui sont liés disons, au cordage, donc, et peut-être d'autres métiers encore plus récents, mais qui maintenant commencent à émerger, tels que pilote de drone, pilote de robot, donc pour tout ce qui est maintenance et surveillance. Mais il y a aussi beaucoup de métiers qui doivent être coloriés, éoliens offshore, et c'est un petit peu une direction importante sur laquelle nous travaillons. Quand je dis nous, l'ensemble des acteurs de la formation, de la recherche et du développement,
et qui est donc le coloriage donc, de nos ingénieurs, ingénieurs électriques, ingénieurs mécaniques, pour leur donner, disons, les acquis nécessaires qui sont propres à l'éolien offshore. Donc je parle bien sûr des compétences techniques, mais également des compétences qui sont en lien avec l'environnement et la gestion des impacts. Donc comment nous nous préparons? Donc, dans un premier temps, effectivement, une voie qui est importante, c'est l'augmentation des effectifs, comme je l'ai déjà dit, dans les formations qui sont en lien avec les métiers en tension. Sur un deuxième plan, parce que ce sont des actions qui sont réalisées en parallèle, la coloration des formations avec des modules spécifiques à l'éolien offshore, et bien évidemment l'ouverture de nouvelles formations pour des métiers qui sont en transformation. Donc nous avons la chance d'avoir en région en particulier, je le cite ici, un BTS maintenance éolienne. Et nous envisageons également l'ouverture d'une licence professionnelle maintenance pour les systèmes d'énergie marine. Et il y a bien sûr des écoles d'ingénieurs qui ont été citées, donc l'INSA, l'école centrale de Marseille, enfin l'école centrale Méditerranée, l'université de Perpignan avec SUPENR, qui vont colorer, on va dire, une partie de leur formation dans le sens de l'éolien offshore. Donc il y a la formation, puis il y a la recherche aussi, avec tous les enjeux de recherche et développement. Absolument, donc nous sommes déjà bien engagés dans cette voie-là. Nous travaillons sur des sujets qui sont très liés aux enjeux de l'éolien offshore. Et pour donner des exemples, donc il y a des recherches bien évidemment qui sont dans le domaine, on a évoqué le câble, donc ça c'est un point clé, et au niveau de l'UES, mais pas seulement. Il y a des recherches sur ce point. Il y a aussi la problématique de la surveillance, du monitoring, qui est la maintenance, qui est très coûteuse. Donc ces aspects-là, en termes de recherche, il y a beaucoup de sujets multidisciplinaires qui sont à réaliser. Et donc on a cette synergie entre recherche et développement, formation et collaboration industrielle. Parce que nous participons, les acteurs de l'enseignement supérieur, nous participons aux groupes de travail qui sont pilotés par la région. Donc, vous avez parlé de Windoc, le président parlait de Windoc, donc nous sommes partie prenante. Nous avons aussi des groupes de travail qui sont liés à la R&D au niveau régional et sur toute la façade méditerranéenne. Nous collaborons de manière très intense avec des acteurs de l'industrie à travers les pôles de compétitivité, donc le pôle d'Erbi, le pôle mer Méditerranée. Et puis il y a bien sûr les actions, comme je l'ai mentionné au départ, qui sont en peer-to-peer directement avec les industriels sur des sujets qui sont amenés par l'éolien offshore. L'un des défis, on va dire silencieux de l'éolien flottant, c'est l'attractivité. Comment attirer les jeunes vers un métier, une filière émergente. Vous y travaillez ? Oui, et c'est vraiment un gros sujet. Au niveau de la formation technique en général, nous le savons tous que nos lycéens et même nos collégiens sont de moins en moins attirés vers les métiers techniques. Et bien évidemment, l'éolien offshore fait partie de ces métiers qui sont en besoin de talent. Et nous sommes en train de développer, nous avons mis en place avec tous les acteurs de la formation de la façade méditerranéenne des actions continues, on va dire, et généralisées au niveau de l'attractivité, avec la mise en place bien sûr des journées portes ouvertes, des salons, des colloques, alors ce qu'on souhaite, c'est créer ce qu'on appelle des tiers-lieux, on va dire, dédiés à l'éolien, donc des plateformes d'attractivité et de formation. Aussi des ressources numériques, c'est quelque chose qui est très en vogue chez nos jeunes, donc on s'oriente beaucoup là-dessus. Et bien évidemment, d'autres actions, donc tout ça pour informer, orienter et puis préparer aussi nos futurs techniciens et ingénieurs. Et donc, je reviens également, bien sûr, sur la partie structuration de cette formation qui se fait actuellement, qui commence à se faire actuellement, notamment à travers le projet Mécène, donc, qui est le plus grand projet de formation au niveau de l'éolien offshore en France et qui intègre beaucoup d'acteurs de
de cette filière de formation, puisque les enjeux sont vraiment importants et on en parlait de recherche et de développement, mais il faut aussi se rappeler que les besoins commencent au niveau, on va dire, Bac-3, donc l'ambition que nous portons avec nos collègues d'Occitanie et de Sud PACA, c'est de construire une filière, disons, entière de formation de Bac-3 jusqu'à Bac+8. Oui, est-ce qu'on peut développer un peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas Mécène, c'est quand même beaucoup d'acteurs, je crois qu'il y a une trentaine d'acteurs, il y a un budget total de 7 millions d'euros, donc c'est important de poser le cadre. C'est quoi précisément, quels sont les objectifs, l'ambition et qu'est-ce qui va se réaliser concrètement derrière? Alors le projet Mécène est un projet qui a été déposé par une trentaine d'acteurs dont les porteurs, on va dire, c'est l'Université de Montpellier qui est le porteur principal avec un coportage l'École centrale Méditerranée et qui a été une réponse à l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir du plan d'investissement France 2030 qui a été sélectionné cette année, à la rentrée, et qui intègre, on va dire, dans une démarche collective l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la formation dans le domaine de l'éolien offshore. Donc parmi les 30, je crois qu'on est 31 partenaires, on trouve bien sûr les partenaires académiques. Alors j'essaie de ne pas oublier les collègues, donc il y a bien sûr l'Université de Montpellier, l'École centrale de Méditerranée, il y a l'INSA de Toulouse, il y a l'Université de Perpignan avec SUPENR, il y a l'Université technologique de Tarbes, et je pense que c'est l'Université Aix-Marseille Université. Ensuite, nous avons les campus de métiers et de qualification. Donc, on en a le campus EREC de Nîmes qui porte sur les énergies renouvelables et l'éco-construction. Nous avons aussi le campus de Marseille. Et nous avons des lycées pour ce qui est formation, disons, professionnelle. Et bien sûr, nous avons des associations qui regroupent des acteurs économiques. Donc on a parlé de Windoc, le CEMATER, et le CINAV, il y en a d'autres, j'en oublie quelques-unes. Et bien sûr des industriels à titre individuel, donc EDF Renouvelable, Ocean Winds bien sûr, et puis il y a ENBW également. Il y a CARE qui fait partie des grands acteurs de l'assemblage. Voilà, donc tous ces gens-là ont comme but de structurer la filière, donc comme je disais un peu plus tôt, donc mettre en place de nouvelles formations, colorier, augmenter les effectifs et mettre en place des actions d'attractivité et également mutualiser les moyens. Très bien, merci. Est-ce que vous voulez réagir sur ce sujet qui est un sujet extrêmement important, celui de l'emploi, de la formation et de la recherche? Non, mais nous, on soutient effectivement la démarche du projet Mécène, parce qu'on pense que c'est une très bonne démarche pour structurer et rassembler un peu toutes les formations, tout ce qui se passe autour de ces besoins, qui est pas simple, parce que finalement, c'est bien d'avoir une vision globale et pas isolée, chacun dans son coin, donc c'est plutôt très favorable. Et on tâche de jouer aussi notre rôle en donnant de l'information sur nos besoins, sur en quoi consiste la construction, le développement, la construction, puis l'exploitation de ces parcs pour faciliter l'appropriation par les jeunes. Benoît, un petit mot de conclusion. On arrive au terme de cet échange et on va poursuivre le sujet industriel là avec un regard européen dans quelques minutes. Effectivement, je peux déjà confirmer ce que disait Dominique sur la formation. Hein. On est aussi investi et très heureux avec le groupe EDF de participer à contribuer dans le projet Mécène. Et on a pris des engagements dans l'appel d'offres d'insertion et de formation. On s'est engagé à réaliser 80 000 heures de formation, donc on a effectivement bien besoin d'avoir du support et des programmes de formation qui soient adaptés. Mais pour conclure, ce que je peux dire, c'est on se tient mobilisés. Ce sont des sujets sur lesquels les développeurs, et en particulier nous, EDF, au travers de ce projet, on est fortement engagés dans cette démarche de contenu local. Et donc on fera le maximum
en mettant aussi des paramètres dans nos appels d'offres qui vont permettre aussi d'avoir un choix qui tienne compte de cette dimension qui est très importante pour les territoires. Merci beaucoup. On peut applaudir nos intervenantes et intervenants. Benoît Chenu, Dominique Monniot et Petrou Nottinger. Un grand merci à tous les trois. Et on vous invite à rester dans la salle. On va accueillir dans moins de 2 minutes maintenant le journaliste Franck Turlan et les intervenantes et intervenants de la session 2 où on va parler toujours de ce volet d'industrialisation de l'éolien flottant. Cette fois avec un regard beaucoup plus européen. À tout de suite en moins de 2 minutes.